Lotisna et achicha bilvayecha. Tu n'haïras pas ton prochain dans ton cœur. Ochiar tochiar et tamitecha. Tu réprimanderas ton prochain. Vélo tissa à la frette et tu ne supporteras pas la faute. C'est-à-dire que si la réprimande emmène la personne à une situation de honte, de gêne et de honte, alors là, c'est celui qui fait la réprimande qui lui-même a fauté. Après, c'est marqué lotikom et lotitor. Ne te venge pas et ne garde pas rancune. Aide bene amecha envers les enfants de ton peuple. Ve'afta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ani Hashem, je suis l'Éternel. Bon, dans cette micro-paracha, il y a beaucoup d'enseignements. Nous, on va se concentrer juste sur cette mitzvah de Ochiar, Tochiar et Tamitecha. D'accord, de réprimander. Maintenant, si on prend la chose dans sa plus grande définition la plus basique, c'est que si je vois un juif qui fait une faute qui est interdite par la Torah, alors en tant que juif, j'ai une mitzvah de lui dire attention, ce truc-là, c'est interdit. D'accord. Maintenant, moi, je vais élargir cette notion à la notion la plus dure dans la communication, c'est la communication dans la remise en cause. D'accord. Quand je dois dire quelque chose à quelqu'un, bonjour, au revoir, où t'as acheté ton pantalon, ça, c'est facile. Mais quand je dois dire à quelqu'un ce que tu as fait, c'est pas bien, il faudra améliorer ça, il faut changer ça, là, il y a d'autres écueils. L'ego, l'orgueil, la maroquinerie, enfin, tous les types de complications qu'on peut avoir. Et là, il faut réfléchir comment est-ce qu'on doit aborder la chose, et dans quel esprit on doit le faire, pour réussir à faire passer l'information. Parce que le but, c'est pas juste de dire ce que j'ai à dire. D'accord? T'as qu'à vomir ou roter. Non, c'est pour que ça puisse provoquer chez l'autre une envie d'évoluer, une envie de changer. Parce qu'il y a un écueil très très puissant qui s'appelle la psychorigidité, d'accord, qui s'appelle l'ego, qui s'appelle la difficulté à se remettre en cause, qui fait que les gens se braquent, se créent des carapaces. Il y a beaucoup de gens qui confondent l'obstination avec la détermination. Ils croient qu'ils ont fait un choix, mais en réalité, ils ont surtout décidé de ne plus avoir ce qu'on appelle l'embarras du choix. Ils ne veulent plus avoir l'angoisse d'avoir à choisir. Donc, en fait, ils s'entêtent. Et bien qu'ils sachent que cet entêtement, il est faux, puisque l'entêtement, donc c'est le mensonge que tu as en tête, c'est ça l'entêtement. Tu sais que c'est faux, mais tu t'accroches quand même. Bon, vous savez, de toute façon, vous l'avez épousé, donc vous êtes au courant. Mais... Attendez, il ne faut plus bouger du tout la table, parce qu'elle est très, très sensible. Après, les gens qui vont regarder le cours, ils vont me dire, c'est marrant, j'ai parkinsonien. Donc l'idée, c'est ça. C'est que d'arriver à comprendre, encore une fois, comment elle s'articule cette mitzvah-là. Que Ochiar Tochiar, tu réprimanderas. D'accord? Alors déjà, hein, c'est intéressant que cette mitzvah-là, elle est placée entre deux mitzvot, que c'est marqué Lotisna et Tachicha, tu ne haïras pas ton prochain, un interdit de haïr de la Torah. Et après, Ve'afta l'iracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc le fait qu'on doit articuler entre les deux, ça veut dire qu'il y a des forces en nous qui vont nous pousser à faire, parce qu'il faut savoir une chose, que chacun d'entre nous, à l'intérieur de lui-même, il a son moi, il a son Yetzirah, il a son Yetzirah Tov. Donc, c'est toujours compliqué de savoir, quand je parle, qui c'est qui parle, quand je agis, qui c'est qui me fait agir, et quand je pense, qui c'est qui me fait penser. C'est pour ça que celui qui n'a pas fait un vrai travail d'auto-analyse, de moussard, de traçabilité, de savoir quand il dit, quand il fait, quand il pense, d'où est-ce que ça vient en lui, c'est-à-dire la majorité de la population mondiale, ouais. Donc il y a très forte chance qu'il n'arrive même pas à savoir quand il est lui-même ou il n'est pas lui-même. C'est-à-dire il n'est pas le même que lui, d'accord? Parce qu'il y a le moi intérieur et le moi extérieur. On l'a expliqué, mais comme il y a des nouveaux, bon. Donc le moi intérieur, eh ben, il est dans le lève. Le lève, c'est l'endroit aussi où réside le Yetzer Hara. Maintenant, nous, on appelle Yetzer Hara. Bon, Freud, il appelait la zone d'ombre. Les psychiatres, il appellent la tentation de la mort. Les psychologues, ils disaient l'attirance vers le mensonge, la facilité, le confort à la non-existence. Bon, il y a plein de mots. C'est pas très grave. On l'appelle Yetzer Hara, mais c'est pas gênant. Quelqu'un qui est intelligent, il peut comprendre. L'autre, il va dire bon, c'est pas grave, il en faut des brels. Sinon, comment on pourrait attribuer le prénom Jacques? Mais l'idée, c'est ça. C'est que quand la personne, elle va avoir une impulsion, ouais, et normalement, ça fait partie du travail de connaissance de soi, ouais, c'est que déjà, avant de parler, j'ai pourquoi je parle? Pourquoi j'interviens? Pourquoi je me mêle? Ouais, pourquoi je suis énervé? Pourquoi je trouve ça marrant? Pourquoi je suis triste? On devrait être capable de faire ça, d'accord?
Et ça veut dire la projection. C'est-à-dire que je mets une caméra au-dessus de ma tête et je suis dans le da'at, je suis dans la réflexion, je suis dans la décision. Si vous allez dire, attendez, on n'est pas des robots, ok, donc ça veut dire que tu es dans l'impulsion. Donc tu es dans la réaction. D'accord? Et le problème, c'est que la réaction, elle est épidermique. Épidermique, ça veut dire que c'est extérieur à toi. Donc tu n'es pas vraiment concerné, ou alors tu es tellement le concerné que tu es obligé de réagir de manière gamine. D'accord? Eh ben ça m'énerve, eh ben ça me saoule, eh ben je m'en fous, eh ben j'ai pas envie de réfléchir, et puis j'ai pas les nerfs, et vous me prenez la tête. Mais qui c'est qui parle là? Alors quand ça concerne que toi, c'est pas très grave. Mais quand ça concerne ta femme, tes enfants, ton entreprise, il faut quand même te poser la question, et je pense que c'est la question la plus fondamentale, c'est est-ce que tu vis ta vie ou non? Parce que si tu es en réaction, si tu es dans le regard de l'autre, si tu es dans les nerfs, si tu es dans tes peurs, si tu es dans tes déviances, si tu es dans des angoisses, si tu es dans des pathologies, bah, tout ça, c'est pas toi. Alors, encore une fois, c'est pas grave. Hein. Il en faut des victimes, c'est presque une misva. Donc, mais tu vis pas ta vie. Je pense que c'est le plus grave. C'est que le vrai problème du rachat, c'est qu'il vit pas sa vie. Le vrai problème du névrosé, c'est qu'il vit pas sa vie. Le vrai problème de l'orgueilleux, c'est qu'il vit pas sa vie. Parce que tout le temps que tu es occupé à entretenir la carapace qui te protège du regard de l'autre, pendant ce temps-là, tu n'existes pas. Ouais. C'est pour ça que c'est très très important, encore une fois, cette traçabilité où je suis capable de dire, là, je suis énervé, il vaut mieux que je me taise. Là, je suis vexé, il vaut mieux que je réfléchisse avant de parler. Là, que en fait, je suis dans le regard de l'autre. Je ne suis pas moi-même. D'accord? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, et ça c'est la différence entre la réaction et la décision. Bon, j'étais très jeune, j'avais 14 ans, j'ai dit à Hachem, moi je veux plus être en réaction, je veux être en décision. Bon, moi j'étais pas tellement normal non plus, j'étais un peu cinglé, mais l'idée c'est ça, c'est de dire j'en ai marre de vivre parce que l'autre m'a dit, parce que d'être vexé parce qu'il m'a fait une remarque, d'être content parce qu'il m'a fait un compliment, parce qu'après tu es en attente du compliment, du coup l'autre devient dealer de compliments, du coup toi tu es addict au compliment, donc tu es dépendant du compliment, tu peux plus vivre comme ça. Ouais, toute la journée, alors c'est bien ce que j'ai fait, qu'est-ce que vous en pensez? Ça me fait plaisir, oh, j'ai angoissé, il m'a fait une remarque, il m'a fait un pic, j'ai envie de mourir. Tu peux pas, parce que toi, tu as ton Yetzirara d'être construit ou non, et lui, il a un Yetzirara d'emmerder ou non. Donc tu peux pas être dépendant de tous les fous qui se baladent, parce que comme chacun a le devoir d'exister, et qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'autre en existant les empêche d'exister, alors qu'en vérité, c'est faux. C'est-à-dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais tu peux te mettre la tête que c'est comme ça. Et l'autre, il me met la inara, et l'autre, il m'empêche d'exister, et l'autre, pour qui elle se prend, et pourquoi c'est comme ça, et puis il m'agresse, il me saoule, et il me met la pression. Non, personne ne te fait rien. Personne ne peut rien faire. Personne ne peut pénétrer dans ton intériorité si ce n'est parce que tu as créé l'espace pour que ça arrive. Mais pour ça, il faut atteindre ce qu'on appelle dans la pensée benchetrital l'autonomie existentielle. Moi, je dis pensée benchetrital parce que j'ai rien étudié, donc d'autre que la Torah, donc je peux pas vous dire des phrases de psycho ou de coach ou de baba ou de khlada, puisque de toute façon, je les connais pas. Ça m'a fait gagner un temps fou d'ailleurs, ouais. Mais l'idée, c'est ça, c'est de dire que encore une fois, quand je vais parler, quand je vais agir, et même quand je vais penser, parce que les gens ils pensent que la pensée, bon, ça reste dans ma tête, ce qui est à Las Vegas reste à Las Vegas. Non, c'est faux. C'est faux. La pensée, elle agit. La pensée, elle influence. La pensée, elle crée une atmosphère. La pensée, elle crée du malaise, elle crée de la pression. Ouais. Après, il y a des gens qui ont une très forte pensée, d'accord, qui ont de la concentration, qui ont de la conviction. Il y a des gens qui sont très très légers, d'accord. Ça veut dire, tu sens que une espèce de vapeur d'eau déviant qui s'est dispersée dans l'espace. Mais des fois, l'autre, c'est un Karcher. Très très forte personnalité, très forte conviction, très très dur de lui dire non. Donc en vérité, c'est quoi? Il n'a rien fait. Ouais. Il n'a même pas parlé. Il n'a même pas agi. Mais déjà, il a une présence. Il a un charisme. Il y a des gens, ils rentrent dans la salle. Waouh, waouh. Il y a des gens, c'est des patrons. Ouais. Il y a des gens, c'est des courants d'air. Tu le sens. Ouais. On dit en français, ah, c'est du lourd. Hein, c'est du lourd. Ou alors,
Il est léger quand même. Qu'est-ce que tu penses de David pour être directeur? Non, non. Non, il peut faire l'accueil, éventuellement le ménage, mais pas. Il n'a pas le pouvoir décisionnel, il n'a pas les épaules, il n'a pas le poids. Ouais, il n'a même pas le respect de lui-même nécessaire pour. Donc tu vois qu'une personne, elle peut être lourde ou légère, et pourtant elle n'a pas encore ouvert la bouche. Donc ça veut dire qu'on a compris qu'il y a la personne, il y a la personnalité, il y a le discours, et il y a l'action. Mais tout ça, c'est un seul élément, c'est un continuum, d'accord? Et tout ça, ça part de l'intérieur. Ça part de la source, de l'impulsion première, ce que les Chachamim appellent le lève, le cœur, d'accord? Donc maintenant, si dans le cœur, par exemple, il y a de la haine, automatiquement, tu sais que la tochacha, la réprimande, elle va être influencée. Et s'il y a de l'amour, tu sais que la réprimande, elle va être différente, parce qu'on parle de la réprimande, d'accord? Mais j'ai dit qu'on on a élargi à toutes les formes de communication qui contiennent un potentiel de remise en cause. Donc on a bien élargi, d'accord? Maintenant, vous tous, avec vos clients, avec vos collaborateurs, avec vos conjoints, avec vos enfants, il y a toujours des possibilités de friction qui sont liées au fait que, 1, nous sommes différents, 2, que nous n'avons pas tous la même sensibilité, et 3, que nous n'avons pas du tout le même rythme existentiel. Donc il y a des gens qui vont être très refifs, tac, 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 tac. Il y en a, c'est plus la vitesse de déplacement des Alpes qui est dur à calculer, puisqu'on a rarement croisé les Alpes. Ah, c'était les Alpes. Oh, alors là, franchement, en général, c'est assez immobile comme phénomène. Il y a des gens le contraire. Tu commences la phrase, tiens, au fait, il est déjà parti. Tu dis, qu'est-ce que t'en penses comme idée? Ah, il a déjà accompli. Ouais, tu dis, bon, mais j'ai envisagé le marché, truc. Ah, il est déjà au proforma, lui. Il reçoit les réponses par mail des premières commandes. Tu dis, mais c'est pas possible. Bon, parce qu'il a atteint un syndrome qui s'appelle Rfifout. Et Rfif, tac, réactif, tac, véloce, tac. Et l'autre, la steppe algérienne. Tu reviens dans 20 ans, ça n'a pas bougé. D'accord? C'est comme ça. Donc chacun selon son rythme. Non, le problème, c'est quand les rythmes existentiels se croisent. C'est que toi, tu rencontres un rythme existentiel différent. Ça s'appelle en français l'adaptation. Ouais, ça s'appelle le Kafsrout, juger positivement. Et ça s'appelle aussi la communication. Parce que communication, on l'a expliqué 1 million de fois, communiquer comme un. D'accord, mais comment je vais faire un? On ne parle pas la même langue. Comment je vais faire un? On ne pense pas de la même manière. On va faire un. On n'a pas les mêmes objectifs. Moi, je tire à droite, l'autre, il tire à gauche. Comment tu veux qu'on aille tout droit? C'est la logique du vélo. Le vélo, il avance parce qu'on pédale. D'accord? Maintenant, tout le monde sait en politique qu'il y a des pédales de gauche et des pédales de droite. Ah non, ça marche pas. Donc, il y a un pédalier. Et c'est un truc bizarre. C'est que quand tu appuies sur la pédale de gauche, ça part à gauche. Et quand tu appuies sur la pédale de droite, ça part à droite. Question existentielle fondamentale, comment on arrive à rouler tout droit? C'est un équilibre. D'accord? C'est exactement pareil. Quand tu veux être en communion avec quelqu'un, quand tu veux être en fusion avec quelqu'un, tu dois tenir compte de combien il appuie pour toi compenser combien tu appuies. Parce que des fois, c'est lui qui va suivre, des fois, c'est toi qui vas suivre. Mais ce qui compte, c'est que le vélo, il avance droit. Alors encore une fois, quand tu es seul, t'appuies pas, tu freines. Mais quand on est plusieurs, c'est compliqué de combiner tous les flux existentiels différents. Parce qu'on est tous différents. C'est choquant. D'ailleurs, on s'énerve parce que l'autre n'est pas d'accord, parce que l'autre ne pense pas comme moi, parce que l'autre ne se rappelle pas de ce que j'ai dit, l'autre n'a pas les mêmes priorités. Mais il faut accepter, je sais que c'est violent pour les personnes sensibles, que le vrai point commun que nous avons avec les autres, c'est que nous sommes différents. Ça a l'air d'un jeu de mots comme ça, mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est d'accepter la différence. Et quand on accepte la différence, on peut envisager l'adaptation. Mais quand on refuse la différence, automatiquement, on crée du stress qui empêche l'adaptation. Comme toi et un événement. Il y a toi et il y a un événement dans la vie. Hachem, il t'a envoyé quelque chose. Tu as deux solutions. Soit tu l'acceptes, soit tu le refuses. Bon, tu peux le refuser. Tu es révolté, tu es énervé, tu as besoin de comprendre, tu ne comprends pas, ça fait mal, ça touche quelqu'un de proche. Ok.
Mais l'événement, il est événement. Quand tu l'acceptes, alors, un, tu cicatrises, et deux, tu peux avancer. Quand tu refuses, et c'est ça la psychorigidité, tu te braques. Comme des gens, ils me disent, moi, je peux pas. Moi, j'ai besoin de comprendre. Moi, j'ai besoin de comprendre. Si je comprends même pas ce que tu dis. C'est vrai, non? Si je te dis, pourquoi les océans, ils débordent pas sur la plage? J'en sais rien. Pourquoi t'as pas besoin de comprendre? C'est important. Ouais. Pourquoi les météorites qui font la moitié de la Lune, ça fait 3 milliards d'années, d'après toi, qui se baladent, pourquoi ils n'ont jamais touché la Terre? T'as pas besoin de comprendre. Le carburateur, comment il fait avec de l'essence, il fait rentrer la voiture? T'en sais rien, ça te dérange pas. Pourquoi les poumons, ils arrivent à retenir l'oxygène et à rejeter le gaz carbonique? C'est important, c'est grâce à ça que tu respires. T'as besoin de comprendre? Non. Alors pourquoi? Parce que t'as perdu ton père, t'as besoin de comprendre. Et les gens, ils font ça. Ouais, puisque je comprends pas, alors je mets pas les téphilines. Je vois pas le rapport. Alors je donne le secret. Quand tu as une question à laquelle, au fond, tu ne cherches pas la réponse ou que tu ne veux pas accepter la question, ça s'appelle un prétexte en français. Voilà. Et un prétexte, c'est toujours ce qui vient avant le texte. Donc c'est toujours lié à un problème d'ignorance. Parce que va étudier la Torah, va te casser la tête, va faire un doctorat en psychiatrie. Ah non, tu dis non, ça me saoule, j'ai pas le truc, les livres ils sont longs, les cours ils sont trop longs. On le dit, trop long, trop long. Ouais, je dis, vas-y. Souvent des gens ils viennent chez moi, oui j'ai des questions. Je dis, ok, ça fait combien d'années? Ah, ça fait 10 ans. Ok, quel moyen tu t'es donné d'avoir la réponse? Aucun. Je fais le tour des rabbins en espérant. Je fais, t'espères pas, parce qu'au fond, tu n'acceptes pas la réponse. Donc, comment on appelle une question à laquelle on ne cherche pas la réponse? Un prétexte. Et le prétexte, il vient parce que tu refuses le texte, puisque le texte contient la réponse. Donc, c'est prétexte. C'est comme contexte, quand tu enlèves le texte, il reste le... Ça va? Donc, dans cette idée-là, chaque fois que tu vas dire quelque chose, chaque fois que tu vas penser quelque chose, chaque fois que tu vas faire quelque chose, il y a toujours un contexte. Mais le contexte, il est chez toi. Donc toi, tu dis ça. Et la Torah, elle te dit, attention, parce que si toi, tu viens pour faire une réprimande et que tu as de la haine dans la tête, automatiquement, ta réprimande, elle va être teintée. Ouais. Ah, maintenant, il faut élargir. C'est pas simplement la haine, genre qui crève, qui s'étouffe, qui meurt. Non, on ne parle pas des animaux. Mais en vérité, on avait expliqué ça aussi, mais je ne sais pas à quoi vous avez assisté et pas assisté, qu'il y a deux mitzvot. Il y a une mitzvah qui est d'aimer l'autre, Vea Afta, tu aimeras ton prochain. Et de l'autre côté, il y a une mitzvah de ne pas haïr. D'accord? Alors, on avait expliqué que le mot Ahava, qui veut dire amour, il a la même valeur numérique que le mot Echad, qui veut dire un. Et comme Ahava, c'est Ve'afta, c'est un verbe actif. Donc, quand la Torah dit tu aimeras, ça veut dire que tu agiras de manière active pour créer l'unité. Ça va? Vous me dites si ça va trop vite. Ouais. Par contre, l'autre, isne et achicha, tu ne haïras pas. Ben, sin'a, c'est la haine. Sonim, c'est les ennemis. Et sonim, au niveau phonétique, ça ressemble à snaim. Et snaim, c'est deux. Donc, quand la Torah dit tu ne haïras pas, ça veut dire que tu ne créeras pas la fracture avec l'autre. Par contre, tu aimeras, ça veut dire que tu créeras la soudure avec l'autre. Maintenant, intéressant que pour créer la soudure, eh ben, il faut agir. D'accord? Puisque c'est un verbe actif, tu aimeras. Par contre, pour la fracture, on te dit l'autisna, tu n'agiras pas. D'accord? Donc ça veut dire qu'il faut être actif dans ce qui nous rapproche et passif dans ce qui nous sépare. Encore une fois, c'est une suite d'évidence. D'accord? Le problème, c'est qu'on ne prend pas le temps de se dire, mais en fin de compte, mais je suis pile à l'inverse, moi. Moi, je suis actif dans ce qui nous sépare. Je me rappelle des problèmes, je me rappelle des erreurs. Je tique tout de suite sur ce qui me dérange. Ouais. Et on est passif sur ce qui nous rapproche. Tu veux qu'on parle? Non. On sort ensemble? Ouais, ça sert. Bon, mais tu peux exprimer tes sentiments? Ouais, mais attends, après ça se retourne contre moi. Bizarre, non? Donc on est passif dans ce qui nous rapproche. Du coup, on se sépare. Et on est actif dans ce qui nous sépare. Donc du coup, on se sépare. Après, tu m'étonnes qu'il y ait un nombre de divorces incroyable. Comment on peut rester passif dans ce qui nous sépare
tout en restant actif dans ce qui nous rapproche. Ben, c'est très simple. Et, par exemple, toi, tu t'engages à, par exemple, avec la femme, j'ai pris au hasard, hein, parce que bon, tu t'engages à faire des compliments. Tu t'engages à être gentil. Bon, ça, il faut le faire. D'accord? Il y a beaucoup de gens, la vérité, quand il n'y a pas un besoin réel, la date du mikvé ou de partir aux Seychelles avec ses copains, ils sont pas gentils. Il dit ouais, faut pas être trop gentil. Une fois, j'ai expliqué à un gars qu'est-ce qu'il fallait faire. Il m'a dit ouais, mais elle va être trop heureuse. La vérité, je suis pas spécialement débile, mais j'ai pas compris ce que ça veut dire. Je connais heureuse, mais je connais pas trop heureuse. Genre, elle va être trop heureuse. Bon. Il dit ouais, il faut être un peu dur, faut être un peu macho, faut être un peu patron, faut être un peu. Ok, mais elle est partie avec un gentil et tous les gosses sont homo, donc tu devrais te poser des questions quand même. Ouais. Donc l'idée, c'est que c'est un équilibre, d'accord? Mais en vérité, c'est un équilibre entre ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Ben, ce que tu ne dois pas faire, en vérité, c'est tout ce qui rentre dans la logique du respect. Et ce que tu dois faire, c'est tout ce qui rentre dans la logique du chesed. C'est-à-dire, toi, tu dois apporter. Comme un bébé, il doit manger. Oh, ça va, je ne l'ai pas étouffé, je ne l'ai pas étranglé, je ne l'ai pas jeté contre les murs. Ok, mais à part ça, il doit manger. Il faut lui changer la couche. Donc, ce que tu dois faire, c'est Vea Hafta. Ce que tu ne dois pas faire, c'est Lotisna. Maintenant, comment tu sais si c'est ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire? C'est très simple. Tu regardes, est-ce que ça rapproche ou ça sépare? Tu l'insultes. Tu dis non, mais c'est pour son bien. Tu l'insultes. Ben, bizarrement, elle s'écarte. Ton fils aussi. D'accord? Tu dis oui, mais je l'ai fait avec une bonne intention. Je fais bien sûr, les nazis aussi, ils avaient une bonne raison. Après, tu dis oui, mais je l'ai fait parce que je pensais qu'il fallait le faire. Ou alors j'ai réagi parce qu'il m'a parlé comme ça. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu as obéi aux ordres du Yetzirara. Ben, comme les nazis, quand on leur a dit mais comment vous avez tué des milliers de personnes, on a dit on a fait qu'obéir aux ordres. Donc, lui, il obéit au Führer. Toi, tu obéis au Yetzirara. Quelle différence? Tu dis mais c'est grave, vous faites des assimilations incroyables. Tu dis mais quelque part, est-ce que vous aviez le choix? Bon, moi, la vérité, je suis en Algérie, donc je ne suis pas vraiment concerné, mais le fond du problème, c'est ça. C'est que tu es placé entre deux pôles extrêmement puissants. C'est que d'un côté, ben, tu ne dois pas haïr, et d'un autre côté, tu dois aimer. D'accord? Maintenant, ne pas haïr, c'est tout un ensemble de déclinaisons, encore une fois, de tout ce qui crée la fracture, de tout ce qui sépare, de tout ce qui crée le malaise. Donc maintenant, toi, tu vas parler, encore une fois, communication, communiquer. Donc tu vas créer un pont commun. Fais attention, quand tu veux te brancher avec un ordinateur. Fais attention quand tu veux rentrer sur un site. Fais attention de ne pas transmettre des virus et recevoir des virus. Ça va? Donc ça veut dire que à chaque fois que tu vas créer un lien, il y a une situation de danger. Tu te mets par exemple en relation avec quelqu'un de malsain, attention, il y a des virus qui passent. Quelqu'un de manipulateur, attention, il y a des virus. Quelqu'un de malhonnête, attention, il y a des virus. Si toi, tu n'es pas en vigilance, tu n'as pas un antivirus, ouais, tu n'as pas pris la nationalité russe, Kaspersky, d'accord? Ça va être compliqué. Parce qu'après, tu dis, je ne sais pas pourquoi, je suis énervé, au contraire, je suis aveuglé, je vois même plus les problèmes, je suis complètement... avec ma collaboratrice, j'arrive pas à lui faire une remarque, je pense que c'est parce qu'elle a des midotes incroyables. Mais la logique, c'est ça. Ça veut dire que si toi, tu n'es pas capable de mesurer le niveau d'influence, le niveau de prévarication, positive ou négative, ouais, en fait, tu n'es plus vraiment libre de tes choix. Donc fais attention, parce que tu vas ouvrir la bouche. Ouais. Par exemple, le client, tu penses à lui faire plaisir, bizarrement, par effet miroir, il se sent rassuré. Mais tu cherches à lui taper son argent, bizarrement, il te dit, je vais réfléchir avant de signer. Tu dis, mais j'ai rien dit. Oui, mais qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Tu veux l'ouvrir? Combien de fois tu l'as ouvert? Tu lui as fait les volets roulants, tu lui as fait l'isolation, tu lui as fait les fenêtres. Tu l'as tellement ouvert que tu as été obligé de lui installer une fermeture éclair, du coup. Parce que tu viens pour l'ouvrir à chaque fois. En plus, c'est toi qui tiens la boîte de prêt, donc tu sais combien il peut s'endetter, et c'est toi qui élargis la capacité d'endettement. De 33, il est passé à 94%. Et toi, tu t'en fous. De toute façon, c'est ses enfants qui vont payer. Ouais. En fait, t'es un escroc. Non, je suis un commerçant. Ok. Tu dors la nuit, ça va? Parce qu'il s'est suicidé, le gars. Ouais. Donc la logique, c'est quoi? C'est que si tu n'es pas, encore une fois, en projection
et en vigilance de pourquoi tu parles, pourquoi tu agis, pourquoi tu penses, fais attention. Parce que peut-être que cette pensée-là, elle ne t'appartient plus. C'est comme si tu tiens l'arc, tu pointes l'arc, et puis le mec, il te chatouille, il t'enlève le doigt. Et la flèche, elle part. Tu dis, j'ai mis la flèche, j'ai visé. C'est vrai, j'ai été en face de quelqu'un, mais la vérité, je ne voulais pas le tuer. On n'a pas besoin. Bah oui, parce que maintenant, la flèche, elle est arrivée. Le gars, il va dire, bon, ok, tu regrettes. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire avec cette flèche? Un porte-manteau. Ouais. C'est ça le problème. Pourquoi la flèche? Parce que la parole, quand elle est partie, elle t'appartient plus. L'action, quand elle est partie, elle t'appartient plus. Mais sache que même la pensée, si tu as une pensée négative, genre mon fils il est bête, il est gros, il est moche, il fera rien de sa vie, sache que ça influence. Si ta femme te dit j'en ai marre, j'aime plus sa gueule, je reste pour les enfants, bizarrement, elle est énervée, elle est inassouvie, et elle est en insécurité sentimentale, elle est tout le temps en train de te dire je ne sens pas que tu m'aimes. Je te dis mais mon amour, mais je t'adore. Ouais. La pensée, ça marche. Elle n'a pas attendu l'égoïsme, la pensée positive, la conviction. Ils viennent d'arriver dans le club de la réflexion, d'accord? Mais l'idée, c'est ça, c'est que ça existe. Ouais. Donc si tu es un peu malin, encore une fois, et que dans ton existence, c'est-à-dire dans ta dynamique existentielle, parce que exister, extérieur, être. Donc quand tu vas exister, encore une fois, tu as des axes, tu vas exister par la parole, tu vas exister par l'acte, tu vas exister par la pensée, tu vas exister par l'intention, tu vas exister par la spiritualité, tu vas exister... Il y a plein de facettes existentielles. Mais encore une fois, à chaque fois, il faudra que tu sois certain que ce canal qui va être porteur de ton flux existentiel, il ne soit pas teinté de choses que toi-même, tu ne veux pas assumer. Sinon, tu vas passer ta vie à « c'était plus fort que moi, je n'étais pas moi-même, les mots m'ont échappé, moi je t'ai pas convaincu, je pense des choses mais j'arrive pas à les exprimer, les mots ont dépassé ma pensée, je pensais vraiment pas en être arrivé là. » Mais ça s'appelle le langage d'absentéisme. T'es absent. Alors, tout le monde sait que les absents ont toujours tort. Maintenant, le contraire d'absent, c'est présent. Et présent en hébreu, c'est liot, c'est être. Et la racine, c'est ov. Et ov, c'est la racine du mot, du verbe présent, et aussi c'est la même, et du verbe exister, et aussi c'est le mot présent. Le ov, c'est le présent. Le avar, c'est le passé. Le futur, c'est le hatid. Donc le ov, c'est le présent. Bon, je vous avais dit ce chidouche du Rogatchover, mais vous n'étiez pas tous là, et puis je ne sais pas dans quelle mesure vous retenez plus que 1,8% du message, parce que vous êtes censé réécouter les cours. Levez les manchots, les mains. Et tout écrit en début. Vous réécoutez? C'est vrai? Le dernier, je l'ai réécouté. Kolakavod. Réécrit. Réécrit? Je l'ai pas réécrit. Bon, j'insiste pas. On va avoir la bouche pleine. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que moi, je compte en vérité sur le niveau de maturité que vous avez atteint avec le cours d'avant. Sinon, on revient toujours à zéro, et c'est fatigant, un peu comme le hamster qui tourne à l'intérieur de son truc. Donc, le Rogatchover, il dit un chidouche extraordinaire. Il dit qu'en fait, le OV, c'est d'être. Parce que OV, on a dit que c'est la racine du verbe être, l'iot, et en même temps, c'est la notion du présent. Mais il dit en fait que le présent, c'est d'être. Pourquoi il bouge? Ah, c'est pas toi, je sais pas. Le OV, c'est d'être. Ça veut dire qu'au moment où je suis, au moment où je suis en dynamique existentielle, d'accord, ce flux-là que je projette en même temps que j'existe, en même temps il crée le présent. C'est ça le présent. Ça va? Maintenant, puisque ce flux, il contient les connotations qu'on a mis à l'intérieur, et que ce qu'on a mis à l'intérieur, c'est aussi en partie le Yetzirah, donc si quelqu'un n'est pas en maîtrise de ce qui se passe à l'intérieur, c'est normal qu'il arrive à l'extérieur ce qu'il a mis à l'intérieur. Un truc débile. Là, il y a un projecteur. Si tu mets une photo de ta grand-mère dans le projecteur, hop, elle apparaît. Bon, si tu mets une image porno, hop, elle apparaît. D'accord? Si tu mets la photo de ta petite fille, hop, elle apparaît. Donc, en fait, ce qui apparaît dans la réalité ne peut pas être autre chose que la projection de l'image que tu contiens.
Ça s'appelle Bederer, Shirotse, Leler, Molichin Auto. Après, tu dis, oui, je rends compte que des escrocs. Réfléchis. Après, dis, oui, je voudrais faire des trucs en brouille, mais je rencontre que des gens honnêtes. Peut-être t'es trop honnête. Non, c'est ça. Ça veut dire que toute sa vie, en fin de compte, on est sur le chemin que l'on trace au fur et à mesure des décisions qu'on prend. Le problème, c'est que quand il n'y a pas de décision, comme rien ne se perd, tout se transforme, donc c'est l'Yetzara qui prend la décision. Ou c'est la nonchalance, ou c'est la négligence, ou c'est l'immaturité, ou c'est la névrose, ou c'est les complexes, ou c'est l'angoisse. Mais en tout cas, c'est pas toi. Et après, tu ne te reconnais pas dans une réalité qui te ressemble, ouais, et tu la supportes pas. Et tu t'énerves, et tu te choques, et évidemment, premier réflexe d'immaturité, tu accuses les autres. Voilà, c'est à cause de toi. Tu vois, voilà les conséquences. Voilà, je t'ai prévenu, non? Voilà. Et ça, c'est vraiment au niveau maturité, c'est vraiment nul. Parce que, rappelez-vous que quand on est seul dans une situation, on est concerné par 100% de la situation. Mais quand on est deux, on est concerné à 100% par au moins 50% de la situation. Parce que si toi, tu penses que vraiment tout est à cause de l'autre, c'est deux problèmes. Premièrement, c'est qu'est-ce que tu fous sur la photo? Puisque l'autre n'est pas concerné. Et deuxièmement, c'est qu'il n'y a personne à l'intérieur pour raccrocher le flux de la réalité à toi. Donc, il n'y a personne dedans. Caution solidaire. Voilà, parce que c'est pour ça que tu n'arrives pas à te remettre en cause, parce que tu n'acceptes pas d'être la cause. Il faut accepter d'être la cause. C'est pour ça qu'en anglais, on dit be cause. Sois la cause. Ou non, tu dis non, c'est à cause de toi. Alors c'est exactement pareil. On va rencontrer des gens, on va rencontrer des situations, on va rencontrer des contrariétés, on va rencontrer des différences, on va rencontrer des bonheurs, on va rencontrer des joies. Le problème, c'est pas le scénario. Les gens s'affolent, qu'il arrive des choses, que Dieu nous protège, on va manger des mezuzot, on va faire des infusions de téphiline. Ça sert à rien. Le scénario, il est déjà fixé. Ce qui n'est pas fixé, c'est le niveau de maturité ou d'immaturité que tu auras dans la relation avec la réalité. Donc en fait, on se trompe. Il y a déjà les 24 heures du Mans. Il y a déjà la course, la date, il y a déjà la voiture. Tout est fixé. On te dit, rentre dans la voiture, fais la course. Puis j'aime pas la couleur. J'aime pas la couleur. Celle-là, en fait, elle m'a dit qu'elle était enceinte. C'est pour ça que je l'ai épousée. Mais en fait, c'est de l'aérophagie. En plus, on n'a jamais eu de relation. Donc, elle m'a dit que c'était l'immaculée conception. J'écoute, ça arrivé qu'une fois. On a eu des problèmes. Donc, en fait, tu te retrouves dans une situation. Maintenant, quelle différence, dans la logique de maturité juive, c'est que quand tu n'as rien fait pour que ça n'arrive pas, c'est la même chose que quand tu as tout fait pour que ça arrive. Parce que les gens disent, mais j'ai rien fait. Mais c'est ça ton problème. Mais l'arbre m'a sauté sur la voiture. Non, c'est toi qui n'as pas tourné. Oui, mais j'ai pas tourné. Ouais, tu dis, j'ai rien fait. Ou alors le plus vicieux, j'ai pas fait exprès. Très intéressant, au niveau immaturité. J'ai pas fait exprès. D'accord? Alors qu'en fait, c'est faux. Il dit Rav Yerucham Levi, quand tu n'as pas fait exprès, tu as fait exprès de ne pas faire exprès. Ça va? Bon, ça a l'air d'un jeu de mots, tu vois. Moi, j'ai un copain qui est assureur. Il me dit, le mec, il a une maison à 8 millions d'euros. Bon, son copain, il est assureur. Il lui dit, je t'en prie, viens, on l'assure. Si t'es malade, 8 000 euros par an. Bon, maintenant, la maison, elle a brûlé. Il vient chez lui, il dit, je t'en prie, tu me fais un contrat antidaté. Il dit, je peux pas. Attends, t'es presque beau-frère. Non, mais c'est marrant, pourquoi les gens, ils deviennent intelligents après les malheurs? Ouais, cette idée-là. C'est ça les Yirat Shamayim. C'est ça la crainte de Dieu. C'est ça la maturité. C'est ça le recul. C'est ça la projection. C'est ça l'adulte. C'est d'avoir cette capacité d'imaginer que le risque est un problème. Alors que les enfants, qu'est-ce qu'ils disent? La catastrophe est un problème. Et j'ai pas dit l'âge. Tu veux t'associer avec ces gars-là? Oui, mais tu comprends, ils ont un capital, ils savent pas quoi faire avec. Fais attention, parce que l'argent est douteux. D'accord?
Et c'est pas parce que tu as un pressing que tu dois faire du blanchiment. Et après, je sais plus quoi faire, je sais plus comment ressortir, j'ai la brigade financière, on est sur écoute. On t'avait dit qu'ils n'étaient pas cachers. Ouais, mais je comprends, c'est trop tentant. La banque, elle me prenait 4%, ils prennent 0. Toute la vie, il y aura toujours une tentation. Il y aura toujours. Ça s'appelle le prix à payer. Mais encore une fois, si je ne suis pas en maturité de dire qui c'est qui parle, qui c'est qui pense, qui c'est qui agit, parce que c'est tellement plus facile de se laisser aller que de se prendre en charge, c'est tellement plus facile de descendre la rivière dans le courant plutôt que de remonter le torrent pour arriver en haut de la montagne, ouais, que si j'arrive pas à mesurer moi-même le taux de laisser aller, très possible que, encore une fois, c'est pas simplement le fait que j'ai fait des bêtises, c'est qu'en fait, j'ai pas vécu ma vie. Donc c'est pour ça que quand c'est marqué Lo tisnaï tachicha, tu n'haïras pas ton prochain, juste après c'est marqué Lo ochiar tochiar. D'accord? Donc ça veut dire que tu dois, quand tu veux faire une réprimande, d'abord tu dois analyser s'il n'y a pas une connotation de haine, de nerfs, de stress, de vengeance et de rancune. Ouais, le petit, il t'a amené un livret scolaire pourri. Donc tu dis, bon, il va mourir ce soir. Et tu dis, bon, il a 12 ans, il faut relativiser, et puis on va l'accompagner, on va le sauver. Mais comment tu arrives à avoir cette vision positive? Parce que tu as lutté contre une énergie très très forte, que tu payes 4 000 euros par an, plus 400 euros par mois de cours particuliers, et que le mec, il n'a rien foutu. Les cahiers sont neufs. Il dit, voilà papa, tu peux les revendre, tout est nickel, les livres aussi, même les stylos, je ne les ai pas utilisés. Bon, même le cerveau, la vérité, peut le revendre. Ouais. Mais, donc toi, tu es énervé. Mais d'un autre côté, c'est ton fils. Bon, comment tu vas faire? Comment tu vas switcher dans le positif alors que tu as les nerfs très forts, ouais. Bah, toute la vie, c'est comme ça. Tu l'imagines, les médecins, il veut être pizzaiolo, tu vas mourir. Tu le voyais épouser une fille de bonne famille, il t'amène une fille hala de bas de gamme, tu dis, mais attends, mais c'est un cheval. La vérité, c'est jument. Ouais. Il y en aura des surprises dans la vie. C'est logique, d'accord? Donc par rapport à ça, encore une fois, tu vas vérifier qu'il n'y a pas de la haine avant d'ouvrir la bouche, qu'il n'y a pas une envie de t'énerver, qu'il y a une envie de te défouler, une envie de crier, une envie de transférer, de faire assumer. Parce que sinon, tu sais que ta tochacha, ta réprimande, ta communication, ton message, il est déjà pollué au départ. Donc c'est sûr qu'il va mal se terminer. Après, c'est marqué Ochiar Tochiar. Il dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch que Tochacha, c'est aussi un langage de Ochacha. Et Ochacha, en hébreu, c'est clarification. C'est-à-dire que peut-être que Ochiar Tochiar, ça ne veut pas dire seulement réprimander, ça veut dire aussi éclairer. Parce qu'il faut quand même savoir que les 3/4 des gens qui font des bêtises, c'est par ignorance. Bon, le mec, il avait 5 générations qui mettent les tuilines ici. Ouais, depuis Oran, déjà, ouais, c'est ce qu'on appelle les spéléologues. Bon, ça fait de la peine, parce que quand tu dépasses d'1 millimètre la racine des cheveux, t'as raté la misva. Imagine, ça fait 5 générations et puis ils sont macpides. Tu les remets là, ils disent non, non, monsieur, j'ai vu mon père, mon grand-père, tout le monde les mettait là. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais mis les téfilines de leur vie. Bon, ça fait de la peine. Mais bon, même quand tu leur dis, le lendemain, ils reviennent, ils les remettent là. C'est un phénomène. Hein. Ils ont l'impression bon, comme si le mec il est habitué à manger du cochon, le soir de Noël, tu lui dis c'est à sourd. Il dit, ah, t'es fou, toi, les traditions là. Ouais. Bon. Donc l'idée, c'est que Ochacha, c'est clarification. Donc toi, maintenant, dans ta tête, tu viens pas pour sauver le gars, ou tu viens pas pour l'esquinter, ou tu viens pas pour te défouler. Tu viens pour l'éclairer. En fait, il sait pas. Tu te mets dans la position que le gars, il sait pas. Toi, tu as fait 10 ans d'Yeshiva. Bon. Grâce à Dieu, tu as bien étudié la Gemara Shabbat, tu as étudié le Rambam sur Shabbat, tu as étudié le Higletal sur Shabbat, tu as étudié le Rahaim sur Shabbat. Tu connais, il y a la Chot Shabbat, les Mishabrois de Shabbat. Lui, il arrive, il y a 2 jours, il était encore à Khalal Haleh, perdu dans un village, ce qu'on appelle un corbeau, tellement il est perché. Ouais, un corbeau perché. Bon. Donc, ne l'agresse pas. Tu dis pas, mais c'est assourd, t'es un rachat, tu portes le Shabbat. Je comprends même pas ce que tu veux. Au Maroc, il y avait un hérouf dans le Mela, donc ils ont toujours porté. Il arrive ici, le mec, on lui dit que c'est assourd de porter. Il comprend même pas de quoi tu parles. Mais c'est quoi? Moi, j'ai vu mon père et mon grand-père porter.
Donc, tu as compris qu'il a un problème d'information. Donc, toi, tu transmets une information. Alors, on a rarement vu que l'enseignant, il transmet l'information avec la violence, les nerfs, les gros mots et les insultes. Ça ne marche pas. Donc, il va falloir faire preuve de pédagogie. Ouais. Et encore une fois, le fait des moyens que tu emploies est symptomatique du résultat que tu veux obtenir. Parce qu'encore une fois, tu peux t'énerver, tu peux te crier, tu peux dire t'es un rachat, tu portes Shabbat, mais ça veut dire quoi? Mais t'es comme un goy, t'as même pas le droit de toucher le vin. Quand tu allumes le feu, il faut qu'on caractérise toute la cuisine. Mais qui ne comprend pas de quoi tu parles. Mais est-ce qu'il est vraiment génétiquement modifié, ignorant? Ben, il est ignorant, il ne sait pas. Moi, j'ai rigolé parce que j'ai dit, un gars est venu chez moi, il me dit, ah, mais chez vous allez être fiers de moi. J'étais à 1h du matin dans une gare à côté de Saint-Étienne. Puis j'avais fini ma journée, j'avais une faim, j'avais rien mangé depuis la veille. Et puis il restait un seul sandwich au bar là, de la gare. Et ils allaient fermer. Et c'était un sandwich jambon beurre. Je dis, ok. Il me dit, ben, vous allez être fiers de moi parce que j'ai enlevé le beurre. Parce qu'il m'a dit, je vais pas, il m'a dit, Rasbé Shalom, je vais pas mélanger le lait et la viande. Mais le mec, il était content. Hein. Bon, les gens, ils te disent, bon, j'ai cornet de bif. Il me dit, c'est du bœuf, c'est pas du cochon. Je dis, oui, effectivement. Je dis, colle à cavote, bravo, t'as fait des efforts et tout. Après 5 ans après, le mec, il est Coleman. Il me dit, mais Rav, mais pourquoi vous m'avez pas dit que c'était un sourd? Je dis, ben, t'avais pas la gueule pour l'entendre, Baba. Tu serais vexé, tu aurais dit, c'est quoi cette intransigeance? J'ai été 1h du matin, j'avais faim, c'était comme si j'étais en désert, j'avais rien à manger. Tu dis rien. Ouais. Israël Salinter. Et c'était fait, il a mangé. Non, mais même. On peut lui donner l'information et le mec, il va se taper la culpabilité pendant 6 mois. Non. L'idée, c'est que quand la personne, elle est dans une dynamique positive d'évolution, ouais, elle est venue chez toi, Shabbat, en voiture, tu dis rien. En fait, t'as fait qui douche? C'est quoi? Oui, bah, assis-toi. On va faire qui douche. Tu amènes-lui de la lafina. Ah, c'est bon, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est Shabbat. Allez, on y va. Allez, les enfants. Kish, Mera, Shabbat. Oh là là, c'est beau, quelle ambiance. Ça commence avec. Bah, c'est la veille. Ah, vendredi soir. Ah, donc il fallait pas de. Oh là là. Ah, oui. Hop, Shomer Shabbat. T'as même pas fait un cours sur Shabbat. C'est ça la pédagogie. Parce que la pédagogie, c'est de trouver les séquences sages nécessaires pour que l'information pénètre dans la personne. Alors, si tu dis, moi, je dis ce que j'ai à dire, ça s'appelle rôter. Parce que c'est un mode de communication, puisqu'on sait ce que tu as mangé. L'information est là. Il y a beaucoup d'ail, d'accord? Mais c'est pas forcément bien vécu par celui qui l'entend. Et c'est ça la chorma. La chorma, c'est que ce qui compte, c'est pas que je dise ce que j'ai à dire. La chorma, c'est que l'autre, il entend ce que j'ai dit. Donc je dois être plus préoccupé par créer le réceptacle mental, émotionnel et sentimental de l'autre que à la qualité forcément de mon discours. Ça va? Parce que si l'autre est bien, l'autre est rassuré, l'autre est positif, l'autre il sent que je l'aime, c'est vrai que c'est marqué Tochiach et amitecha, ton prochain. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un esprit de fraternité, de proximité, d'amour de l'autre, mais fais cette mitzvah, ferme-la. Ah, mais je suis obligé, c'est assourd, c'est Minatora, c'est une mitzvah, c'est comme les tefilines. Non, les tefilines, tu dois les mettre. D'accord. Mais la Torah, c'est une opportunité. Si tu es compétent, tu le fais. Si tu es incompétent, ça va. Si vous êtes 2 compétents, bon, c'est respirable. Mais c'est ça l'idée. C'est que c'est une mitzvah de se taire. Si tu ne sais pas le faire, c'est une mitzvah de se taire. Tu dis, mais... Non. Et si tu n'arrives pas à te retenir, ça prouve que le Yitzhara, il veut. Parce que le gars, il va se vexer. 10 ans, il ne va pas à la synagogue à cause de toi. Et toi, tu te dis, ah ben moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Hein. C'est compliqué. Moi, mon grand-père, un monsieur, il avait raconté à ma mère, quand il avait 13-14 ans, bon, il était orphelin. Bon, c'était Shabbat. Bon, il avait une cigarette. Et dans le pays là-bas, ils étaient à Kenadza, ça n'existait pas, quelqu'un qui fumait Shabbat. Mais bon, lui, il n'avait pas de père, pas de repère. Et il raconte à ma mère qu'il m'a dit, j'ai rencontré ton père. Et c'était Shabbat. Et lui, c'était le hacham de la ville. Donc quand il l'a vu, il a jeté la cigarette.
tout de suite, le grand-père, il a pris dans ses bras. Mais qu'est-ce que tu fais dans la rue? Pourquoi t'es... Mais c'est Shabbat, allez, viens manger à la maison. Donc il a fait manger à la maison. Il a dit, reste pour de la chichite, viens, on va ensemble à la synagogue. Après, où tu dors? Il dit, bah, je me débrouille, je vais comme ça, comme ça. Il dit, quoi? Mais ça va pas, c'est fini, tu habites à la maison. Après, il a dit, bah, il faut que tu apprennes un métier. Il a mis chez quelqu'un, il a appris le tailleur. Après, il est resté chez lui jusqu'à son mariage. Après, il l'a marié. Un mec qu'il a croisé dans la rue. Hein. C'est-à-dire que c'est pas Nasdaq, genre tu fais 100 € à Raz et Naomi, tu crois que tu as fait une mitzvah. En fait, tu as juste récolté un serfa. Ouais. C'est-à-dire que la personne, elle a fait la mitzvah à 100%. Elle a marié le gars. Maintenant, ce monsieur, il a 75 ans, il rencontre ma mère, ouais, qui est, bon, grâce à Dieu, et il dit, tu sais, il a dit, ça fait 70 ans que ça s'est passé, je suis sûr que ton père, il avait vu la cigarette. J'en suis sûr. Il a rien dit. C'est ça la gvoura. C'est pas de dire, quoi, tu fumes, rachat, nevela, pou, tu seras maudit. Ouais. Parce qu'en fait, tu t'en sers pour te défouler, en fin de compte, du retour de manivelle, de la pression que ta femme te met du fait que tu ramènes pas ce qu'il faut à la maison. Tu as trouvé un brel, tu t'es défoulé. Encore une fois, parce que les circuits à l'intérieur, les circuits d'énergie positive et négative, tu les maîtrises pas. Donc c'est pour ça que quand toi, tu es dans une logique pédagogique, tu es un enseignant. Donc, je vais t'expliquer la loi. Je vais t'expliquer la Torah. Je vais t'expliquer des fois l'esprit de la Torah. Des fois, je vais te raconter une histoire pour qu'il y ait un ressenti. Je t'ai rien dit. Ouais, des fois, tu vas introduire dans le cours. Moi, je faisais ça souvent. Quand les gens me disaient, écoutez, mon père, il est là, ma mère, elle est là, mon frère, il est là. Je dis, bon, dites-moi des choses qui ne sont pas très cachères. Par exemple, il y a des gens que dans leur calendrier, il n'y a que des mois de juin. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je fais le cours et je parle de la dépendance, je parle de l'addiction, je parle des joints, je parle de la tendance, que les mecs, ils finissent tous schizophrènes et tout. Alors le mec, il est là. Maintenant, lui, il ne sait pas que moi, je sais. Donc il vient me voir, il me dit, écoutez, monsieur le rabbin, Inacha Maïm, vous êtes tapé dans le mille, en plus je m'appelle Émile, donc il faudrait qu'on parle, que vous m'aidiez à sortir de cette addiction et tout. Donc ça veut dire, on peut trouver des drachim, des chemins. Ouais. Tu sais que le mec, il est mamzer. Je ne vais pas lui dire, t'es un mamzer. Ouais, parce que sa mère, elle l'a eu après, avant qu'elle ait le guet de son père. Donc toi, tu fais la Gemara, il t'explique. Alors, voilà, celui qui est né donc, avant le guet, donc il est mamzer. Il dit, mais Rav, mais c'est qui dit ça? Je vais c'est Rachi. Mais bon, c'est déjà écrit dans la Torah. Oh là, mais je suis mamzer alors. Ah bon? Oh. Ouais. Tu l'as aidé. Il a reçu l'info. Maintenant, il va s'adapter. Donc la logique, c'est quoi encore une fois? La logique, c'est de faire passer une information. D'accord? Mais elle doit être basée sur un amour. Un amour. Parce que c'est marqué Ve'avtanera Hakamocha. Fraternel. Ça veut dire quoi, fraternel? C'est ton frère. Ouais. C'est pas que genre toi, t'es le Chacham et toi, t'es le Tzadik et lui, c'est le Racha. Ouais, si tu vas dire, bon, mais réalité physique, je suis un Rav et lui, c'est un Brel. Ouais. Non. Parce que le Ramban, il dit dans Igerot Ramban, ouais, Igerot Ramban, il dit Imata Yoter Chacham ou Yoter Tzadik. Vous la connaissez celle-là ou non? Oui, c'est très important. Chacham, c'est que tu es plus sage, tu es plus érudit. Tzadik, tu n'es pas forcément plus érudit, mais tu es plus pur. Ouais. Donc, quand quelqu'un il fait des fautes et qu'il est érudit, donc il est plus conscient, donc on est plus la gravité. Donc, il est plus volontaire dans la faute. Donc, il est plus rachat, plus mécréant. Alors que l'autre, ok, il est ignorant, mais d'un autre côté, quand il faute, il ne connaît pas l'importance, il ne connaît pas la gravité, donc il est plus sadique. Donc quand toi, tu te mets au-dessus en disant, ouais, il a fait ça, tu toi, tu le sais que c'est assourd, mais tu le fais quand même. Lui, il ne sait pas que c'est assourd. Donc, imatayote chacham, si toi, tu es plus érudit, lui, il est plus sadique que toi. D'accord? Ça veut dire que ça relativise les niveaux. C'est pour ça que tu ne peux pas dire, celui-là, il est bien, celui-là, il n'est pas bien. De quoi tu te mêles? J'ai raconté souvent cette histoire que j'étais dans le taxi, et le chauffeur de taxi en Israël, bon, il n'avait pas de kippa. Il m'a dit, ah, t'as Rav? Je lui ai dit, ouais. Il m'a dit, t'inquiète, Milad. Il m'a dit, on a 1 heure de route, fais-moi un Dvar Torah. Bon, moi, j'étais un peu gêné. Il a cherché une kippa, il a mis la kippa. Et on a fait pendant... Il a commencé à me raconter, et ça, il m'a dit, Gamagno, c'est misvot. Moi aussi, je fais des misvot. Hein. Je dis, ah bon?
Il m'a dit oui. Il me dit, il y a une dizaine d'années, bon, on avait des voisins, ils n'avaient pas de quoi manger. J'ai vu ça avec ma femme, j'ai dit, c'est pas possible, on a été au marché, on a fait des courses. Ok. La semaine d'après, il m'a dit, vous savez, j'ai mon cousin aussi qui est comme ça, tac, on a fait. Après, on s'est retrouvés à 2, 3, 5. Là, du coup, j'allais au marché, et toutes les fins de stock, je les rachetais à 5% de la valeur. Et puis après, les enfants, ils se sont mariés, on avait plus de place. Après, j'allais voir tous mes copains taxi, je leur disais, bon, donne-moi 200 shekels, donne-moi truc, tous les vendredis, t'inquiète. Et je remplissais des cajots et des cajots de toutes les chambres, puisqu'on était tous les deux. Il disait, au Hachem, aujourd'hui, on a à charge 250 familles. Ouais. Mais il n'a pas de kippa. Vous avez compris l'idée ou non? Alors c'est un tzaddik ou un rachat? Donc tu vas le voir, tu dis, il n'a pas de kippa. Pas de kippa. Et toi, on te dit, tiens, tu peux recevoir un pauvre. Ah non, tout le temps, ils sont mauvais. Voilà, voilà. Et voilà, voilà. C'est ça l'idée. Ça veut dire que il faut avoir assez de recul pour voir dans l'absolu et dans le réel qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Moi, je connaissais quelqu'un qui était vraiment de la mafia, bon, dans une certaine ville d'Amérique du Nord, et qui était connu que c'était un mec de la mafia. Bon, moi, j'ai eu l'opportunité ou l'accident de m'occuper de son shalom bayit. D'ailleurs, j'ai échappé à la mort. Et lui, comme ça, il me dit, tu sais, les gens, ils parlent mal de moi, mais quand il faut acheter un Sefer Torah pour une synagogue, qui c'est qui paye? C'est moi. Mais je prends pas de l'argent, il m'a dit. Je prends de l'argent caché. Il fait des business. Quand une maman elle vient me dire, sa fille, elle est partie avec un gars, qui c'est qui va lui casser les jambes? C'est moi. Quand le mec, il veut pas donner le guet au bout de 4 ans, qui c'est qui va parler gentiment au gars pour que il puisse assister à Rosh Hashanah, si Dieu veut? C'est moi. Ouais. Alors c'est un rachat ou un tzaddik? Il y avait un très très grand rave à Montréal qui s'appelait le rabbi de Tush. Très très grand tzaddik, une lumière. Et ben normalement, quand un rachat il rentrait chez lui, il tournait la tête. Il voulait pas le regarder. Ça c'est assourd, l'Istakel Bepne rachat. Et ben celui-là, non seulement il l'a regardé, mais en plus il lui a dit, continue ta mission. Donc le tzaddik, qui sait qui est sérieux, qui sait qui est pas sérieux. Ouais, et des fois, moi je connais quelqu'un qui était très très proche de Baba Eleazar. Des fois, il y a des rabbinim qui venaient et Baba Eleazar, il disait à mon copain, il disait, ça c'est un rabbin en plastique. Il les appelait comme ça, des rabbins en plastique. Ça veut dire que l'habit ne fait pas le moine, et pourtant moi je suis mal placé, la vérité, pour parler. Mais c'est la vérité. Il y a des gens comme ça, il y a des gens comme ça dans tous les systèmes, dans tous les niveaux. Et Kol Hagadol Michavero, Yitzro Godel Imeno. Plus quelqu'un il est grand, plus son Yetzara il est grand. Les tzadikim, ils ont les Yetzara. Ça ne veut pas dire qu'on va faire du Lachon Hara sur les rabbins, mais tout le monde a Yetzara. S'il était mort à l'entrée de Bnei Brak, on aurait retrouvé son cadavre au Yetzara. On ne l'a pas retrouvé. Donc cette logique-là, encore une fois, c'est que avant de parler, déjà, il y a un climat, il y a une logique de fraternité, il y a une logique de positif, il y a une logique de vouloir faire avancer les choses. Que dans les 3 quarts des cas, c'est un problème d'ignorance. Donc moi, je me mets dans un modèle d'enseignant. Je vais expliquer la chose. Donc ça sera pareil quand j'ai un rapport avec quelqu'un, ou avec un collaborateur, ou avec un enfant. Il faut savoir la première chose, que d'abord, il n'a pas compris là-bas, déjà. Déjà, il n'a pas compris. Ouais. Après, il ne sait pas. Ouais. Après, il faut que tu arrêtes de penser que ce qui est évident pour toi, c'est évident pour l'autre. Arrête. Arrête de croire que l'autre, il est convaincu de ce dont tu es convaincu. Parce que toi, tu as mis 32 ans pour faire tes chouvas, et l'autre, à 8 ans, tu veux qu'il accepte tout, comme si c'était normal. Mais non, c'est pas normal. Ça prend du temps. Oui, mais il a grandi dans un milieu religieux, on l'a préservé, il est dans une bonne école. Il a le même Yetzirah. Donc il a la même obligation d'apprentissage. Donc il aura les mêmes étapes à passer. Et il fera des crises, et c'est normal. Et toi, tu t'énerves. Tu dis, je comprends pas. T'es Bachou Yeshiva. Eh ben, les Bachou, Yetzirah des filles, et des cigarettes, et des bêtises. Et c'est comme ça. Ouais. Il est à Porto, là-bas, à Madrid. Là-bas, il y a buffet dînatoire gratuit. Toutes les spécialités espagnoles sont offertes sans modération. Après, tu dis, Chaz v'shalom lo alenu simsilenu, tout. Mais ton fils, il est religieux? Non. Mais tefilin, fais Shabbat. Alors fais attention. Parce que là-bas, je te dis, le buffet est ouvert.
Alors, à quoi ça te sert? S'il vient, il revient avec un diplôme, et avec Fatima, tu vas faire quoi? Ça veut dire qu'on est obligé d'armer les enfants pour qu'ils puissent traverser tous les dangers de la traversée de la banquise, oui, avec succès. Maintenant, quelle différence entre éduquer l'enfant qui est devant toi et éduquer l'enfant qui est en toi? Il n'y a pas de différence. Et tu épouses une personne, c'est une enfant. Elle va devenir adulte. Comme toi, tu es un enfant et tu vas devenir adulte. Elle va t'aider à devenir adulte, toi, tu vas l'aider à devenir adulte. Mais encore une fois, c'est une proposition de maturité. Ce n'est pas une imposition de maturité. Même si tu es plus mature. Moi, je vois des gens, ils se marient, ils ont 10 ans de différence. Il me dit, Ramat Chetrit, on veut une bracha. Il me dit, c'est un problème, l'âge. Il me dit, moi, ça ne me dérange pas. Je fais normal. Elle a 10 ans de moins. Qui c'est qui refuse la qualité fraîche? D'accord? Je lui dis, mais le principe, moi, je donne un principe comme ça. Je l'ai lu nulle part, mais c'est que 10 ans de différence, 10 ans de patience. 10 ans de patience. 10 ans, tu fermes ta bouche. 10 ans, tu ne fais pas de remarques. Et 10 ans, tu ne fais même pas d'allusion a posteriori signifiant une différence de maturité. Non, tu ne vas pas faire exprès, hein. Mais non, tu es jeune, mais tu n'as pas vécu ça, mais comment tu peux comprendre? Mais laisse-moi faire, mais attends, mais tu vas te planter. Écoute, tu as deux mains gauches. Attention. Pourquoi? Parce que toi, ça t'échappe, parce que tu n'as pas réfléchi avant de parler, et l'autre, elle est en hypersensibilité de se dire, c'est sûr qu'il va me faire des remarques. Donc, son Yetzara à elle, ça va être la susceptibilité, et toi, ton Yetzara à toi, ça sera de l'éduquer. Vous me suivez ou non? Par contre, quand tu lèves les mains, tu dis, non. La femme, elle a une capacité d'adaptation un peu 3 fois supérieure au mari, donc la différence d'âge, elle va très très vite se rattraper. En plus, toutes les responsabilités qu'elle aura dans la maison avec les enfants, ça va faire un accélérateur de maturité. Du coup, très très vite, on va être les deux au même niveau. Il ne faut pas avoir peur si elle ne te dépasse pas, d'accord? Mais encore une fois, c'est une tentation de gérer, de diriger, d'organiser, de croire que genre moi j'ai un cerveau, l'autre c'est une bacha. Bon, c'est là qui épouse des vaches, la vérité. Mais bon, après c'est un choix. Mais l'idée c'est ça. C'est la confiance que j'ai donnée qui fait que l'autre est un espace de réalisation. Mais encore une fois, pour avoir confiance dans l'autre, il faut avoir confiance en soi. Voilà. Et si j'ai l'impression que l'autre en existant m'empêche d'exister, déjà, on est déjà dans la psychiatrie. Donc il faut prendre le temps, encore une fois, d'être en auto-analyse et en travail personnel. D'accord? C'est pour ça que ça commence très tôt. Pour les gens intelligents, pour les autres, ils feront ça après le divorce. C'est que très tôt, il faut travailler les midotes, il faut apprendre à se connaître, apprendre à faire un portrait robot de son intériorité, apprendre à se maîtriser, apprendre à se respecter, apprendre à savoir au fond qui on est, qu'est-ce qu'on veut. Est-ce que notre volonté, elle est imprégnée de Torah, elle est imprégnée de nerfs, elle est imprégnée de goyout, elle est imprégnée d'influence extérieure, elle est imprégnée de Netflix. Si tu n'es pas en analyse, comme quelqu'un il fait une analyse de sang, il te dit, monsieur, vous avez fait ça, vous avez mangé ça, vous avez un manque dans ça, vous avez ça. Mais tout est dans le sang. Qu'est-ce que dit la Torah? Adam ou Nefesh. D'accord? Donc si en faisant une analyse de sang, on peut savoir exactement tout ce que tu es, et donc en analyse de Nefesh, on doit pouvoir savoir qui tu es. Vous me suivez ou non? Maintenant, l'analyse de sang, ça se fait dans un laboratoire. L'analyse de Nefesh, ça se fait dans l'étude du Moussar. Apprendre les midotes et pratiquer. Il faut pratiquer, il faut pratiquer. Je sais ce que vous allez me dire. On n'est pas des demeurés. On n'est pas des débiles. Je le sais. J'en côtoie tous les jours des gens qui divorcent pour des bêtises. Donc je peux comprendre que c'est une maladie répandue. Mais moi, je vous conseille, je vais vous donner un ordre d'idée, mais ça va vous choquer. Donc c'est que quand j'avais 14 ans, une des réflexions que j'avais, c'est est-ce que moi j'ai une obligation d'exister et en même temps j'ai une obligation d'encourager ma femme à exister. Maintenant, est-ce qu'en existant en trop, je ne vais pas l'empêcher d'exister? C'est que les mecs, ils étaient avec Guingamp, Saint-Étienne 3-0, et moi j'étais en train de penser à ça, un malade mental. Mais je pense que le bon Dieu, il m'avait mis en situation de réfléchir pour pouvoir ensuite aider. C'est qu'en fait, il faut avoir du recul pour pouvoir aider les autres. Parce que même moi, j'avais des pensées, des réflexions qui n'étaient pas normales. J'avais
des chocs philosophiques qui n'étaient pas normaux. Mais j'ai compris qu'en fait, le bon Dieu, il te donne à l'avance les outils. Alors, tu peux t'en servir pour créer un projet, pour une entreprise, pour être prof à la fac, ou tu peux t'en servir pour être décapsuleur de potentiel chez un maximum de personnes que tu vas côtoyer dans ta vie. C'est un choix. Bon. Moi, j'ai fait ce choix-là parce que c'est celui que je pense est le plus adapté. Voilà. Donc, bon, en vérité, on n'a pas vraiment fini, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, vous avez entendu des trucs intéressants.